Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre en direct sur notre antenne l'audition de Fleur Pellerin. La ministre est entendue par les sénateurs de la Commission du développement durable sur la question de l'aménagement numérique du territoire. Cette audition intervient alors que la Commission sénatoriale pour l'application des lois a entamé ses travaux pour dresser un bilan des interventions des collectivités territoriales en matière de numérisation du territoire français. Il s'agit en effet pour les sénateurs de se pencher sur la question du déploiement du très haut débit. Tout de suite donc sans plus tarder l'audition de Fleur Pellerin. Bon après-midi à tous. Mes chers collègues, je pense que nous allons pouvoir donc écouter Madame la ministre Fleur Pellerin, donc qui est ministre délégué auprès du ministre du redressement productif, chargé des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. Voilà, alors Madame la ministre, bienvenue. Ça fait environ 6 mois que nous vous avons déjà donc auditionné ici même, et donc c'est avec plaisir que nous vous recevons à nouveau, puisque vous le savez, notre commission est en charge notamment de l'aménagement de territoire et bien sûr, de ce fait, suite avec beaucoup d'attention, la politique du gouvernement dans votre secteur de compétences. Et bien sûr, les élus locaux sont en attente, que nous représentons, sont en attente, bien sûr, en particulier sur ce problème du déploiement du numérique, qui est évidemment une question à la fois centrale et, j'ose dire, vitale pour les territoires ruraux en particulier. Donc, la commission de suivi de l'application des lois qui est ici présente, que je salue, en lien avec notre commission, ont confié à M. Yves Rome et à Pierre Lérisson un rapport pour faire le point sur le rôle des collectivités locales en matière d'aménagement numérique. Et leurs conclusions devraient être disponibles fin janvier, début février. Nous savons par ailleurs que vous êtes en phase de consultation avant l'annonce qui est prévue, d'après nos informations, mi-février 2013, du programme du gouvernement sur la couverture numérique du territoire. Donc, bien sûr, nous sommes aujourd'hui curieux de savoir si, à quelques semaines de cette échéance, vous pouvez nous donner des informations sur les premières orientations que vous allez retenir. Comment envisagez-vous de respecter l'engagement du président de la République auquel, bien sûr, nous souscrivons tous, et donc qui prévoit une couverture par le haut débit de l'ensemble du territoire d'ici 10 ans. Vous le savez, pardon ? Très haut débit, pardon. Vous le savez bien, vous avez remarqué déjà comment cette partie de l'auditoire est très attentive. Alors, malheureusement, les choses n'ont pas beaucoup avancé. Et le Sénat est bien placé pour savoir, puisqu'il a été à la fois déçu, à la fois peut-être certainement surtout frustré de ne pas avoir de réponse à cette interrogation, de savoir comment nous allons financer ce programme et bien sûr dans quel délai nous allons pouvoir le mettre en œuvre. Voilà, donc nous sommes, vous l'imaginez tous, très impatients de vous entendre. Et si vous voulez bien, nous disposons environ d'1h30. Donc, je vous propose de faire, bien sûr, une introduction et que nous passions ensuite au questionnement. Nous avons déjà une longue liste de pétitionnaires pour ces questions. Voilà. Merci, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vous prie d'abord de m'excuser parce que j'ai, comme le sénateur Teston, je suis malade et j'espère que ma voix va tenir jusqu'au bout de cet échange. Sinon, je chuchoterai dans le micro. Alors juste pour faire un bref mot d'introduction, parce qu'effectivement je pense qu'il vaut mieux laisser toute sa place à l'échange entre nous ensuite, je voudrais concentrer mon propos sur le sujet du déploiement du très haut débit qui, je pense, sera au cœur de cet échange aujourd'hui, plus précisément sur l'aménagement numérique du territoire, thématique à laquelle votre commission est tout particulièrement attachée. Alors l'aménagement du territoire contient évidemment une dimension numérique, puisqu'il y a une fracture numérique, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, qu'il faut résorber entre territoires ruraux et territoires urbains, mais aussi parfois au sein des territoires urbains où on trouve des poches oubliées sur le plan du numérique. J'ai eu l'occasion de détailler à plusieurs reprises les orientations du gouvernement en matière de très haut débit, notamment le 22 novembre dernier, lors de l'examen à l'Assemblée de la proposition de loi du sénateur Moret. Alors je voudrais juste m'attarder un petit instant sur ce point. Cette proposition de loi avait, je crois, une immense vertu d'avoir joué le rôle d'aiguillon, de catalyseur pour le gouvernement.
Je crois que la raison pour laquelle cette proposition a néanmoins été rejetée, c'est qu'elle s'inscrivait dans un calendrier qui ne pouvait pas nous permettre de l'adopter. Au moment où le gouvernement a les idées plus claires et manifeste son volontarisme sur ce chantier structurant, je crois que cette proposition de loi comportait un certain nombre de carences juridiques et des dangers économiques qui ne pouvaient constituer une réponse souhaitable et surtout pérenne. Mais je tiens quand même à souligner le travail excellent qui a été effectué par les sénateurs dans le cadre du rapport et de la proposition de loi. Alors, idée claire et volontarisme. La couverture de notre territoire en très haut débit à horizon de 10 ans, c'était effectivement le 4e rang des engagements de campagne du président de la République François Hollande. C'est une priorité de l'action gouvernementale avec comme cap la compétitivité de notre pays. Alors, s'agissant des éléments de méthode et de calendrier, pour vous dire ce qui a été fait depuis 6 mois, une première version de la feuille de route est en cours de finalisation par la mission très haut débit, dont je parlerai tout à l'heure, et sera soumise à la concertation dès la semaine prochaine, voire dès la fin de cette semaine. La feuille de route définitive sera finalisée courant janvier et sera formellement adoptée par le gouvernement lors du séminaire gouvernemental sur le numérique de la fin du mois de février. Dès le lendemain de ce séminaire, différents comités seront convoqués pour étudier les nouveaux dossiers des collectivités. Et la mission se tiendra dès le mois de janvier à la disposition de toutes les collectivités qui en exprimeront le besoin pour les accompagner, notamment tenir compte de la nouvelle doctrine d'accompagnement des projets. Alors, les éléments principaux de la feuille de route. Pour les projets privés, le gouvernement veillera, je l'ai rappelé déjà, à ce que soient clarifiés les engagements pris par les opérateurs, au-delà des simples déclarations d'intention. Quant aux projets publics, il faudra les accompagner et les rendre viables sur un plan industriel. Alors, plutôt que des contraintes excessives qui gêneraient les investissements et feraient perdre du temps au déploiement du très haut débit en France, la conviction que je souhaite mettre en avant, c'est que la politique du très haut débit a besoin d'un pilotage clair et affirmé par l'État. Et donc aujourd'hui, la structure de pilotage est une réalité, sa constitution est en cours. Elle pourra s'appuyer sur des compétences qui seront issues des administrations d'état-major, des collectivités locales et puis des services déconcentrés de l'État. Notre volonté étant d'apporter des réponses très concrètes à toutes les questions légitimes que se posent notamment les collectivités locales. Le déploiement du très haut débit suppose par ailleurs que nous ayons un modèle économique performant. Ce modèle économique, c'est celui qui permet à chacun d'être dans son rôle et à chacun d'avoir un véritable intérêt à avancer, c'est-à-dire à investir. C'est aussi celui qui permet à l'État et aux collectivités de ne pas investir à fond perdu et d'utiliser au mieux chaque euro de dépenses publiques en s'appuyant sur une véritable dynamique industrielle et donc sur la bonne complémentarité entre opérateurs privés et réseaux d'initiatives publiques. Enfin, ce nouveau modèle économique, c'est celui qui se fixe comme objectif la réduction de la fracture numérique et qui organise une véritable péréquation entre les territoires denses et les territoires les moins denses. Donc aucune des questions clés du chantier du très haut débit ne sera négligée, ni le financement, ni la coopération publique-privée, ni encore les objectifs de couverture. Sur le financement, notre réponse s'appuiera sur 2 volets, la subvention et les prêts. L'instruction technique avance, elle n'est pas évidente, vous l'imaginez bien dans le contexte budgétaire actuel, mais le gouvernement apportera des réponses rapidement, en tout état de cause d'ici février, en abondant le FANT ou un système équivalent. Nous mettrons également dès février en place des prêts pour les collectivités qui se lancent dans le chantier du très haut débit. Ces prêts, nous ne parlons plus seulement des 300 millions d'euros du volet A, du guichet A, qui pourraient être mis à disposition des collectivités, mais nous parlons, comme l'a annoncé le président de la République, des 20 milliards d'euros des fonds d'épargne collectés en octobre, qui seront mis à disposition des collectivités pour des projets dans le domaine des transports en commun, des réseaux de distribution, du traitement de l'eau et des infrastructures numériques à très haut débit. Donc on mobilisera fortement les fonds d'épargne et c'est précisément sur l'ingénierie financière des produits financiers qui seront proposés aux collectivités locales que la mission très haut débit est en train de travailler actuellement. Sur la coopération publique-privée, eh bien, il faudra une contractualisation systématique, État, collectivités, opérateurs, y compris sur les zones très denses. Donc l'État accompagnera bien sûr ensuite les collectivités qui en auront besoin. Je crois qu'après 10 ans d'absence de politique nationale d'aménagement numérique, l'État se dote véritablement des moyens d'accompagner les collectivités. Je pense au suivi des déploiements des opérateurs, à l'accompagnement de l'harmonisation technique avec le groupe Interop Fibre qui regroupe l'ensemble des opérateurs qui vont déployer des réseaux fibres en France, mais aussi au rôle de conseil qu'il pourra jouer pour les collectivités qui le souhaiteront et qui souhaiteront faire appel à cette mission de conseil. Sur la couverture, sur les objectifs de couverture du territoire,
Le gouvernement a fait un choix clair, celui de la fibre optique, mais la bascule du cuivre vers la fibre, vous le savez tous, c'est aussi un chantier qui se prépare et qui s'organise à l'avance. Alors c'est ce à quoi nous avons commencé déjà à nous atteler avec un test en grandeur nature à Palaiseau. Donc vous savez qu'il s'agit d'une première mondiale, c'est important de le souligner. Le chantier de la bascule vers la fibre optique, c'est un chantier vraiment titanesque, un chantier industriel majeur avec des implications très fortes en termes d'emploi, en termes de formation. Je le redis donc ici à l'occasion de cet échange, de ce débat. La réponse du gouvernement est bien qu'il y aura une extinction du cuivre, mais celle-ci devra être progressive et dans un calendrier et des modalités qui seront précisées après l'expérimentation de Palaiseau qui va durer environ 18 mois. Le très haut débit partout et pour tous, c'est donc l'objectif à 10 ans. Pour autant, je sais qu'il faudra répondre à l'attente de nos concitoyens sans attendre 2022. Et c'est pourquoi nous avons décidé de définir des cibles prioritaires qui devront être desservies d'ici la fin du quinquennat, qu'il s'agisse de zones résidentielles, des zones résidentielles les moins bien loties, des zones rurales, des zones d'activité économique ou certains sites publics comme les hôpitaux ou les établissements scolaires. Et donc les projets pourront aussi procéder dans ce cadre-là d'une montée vers le très haut débit, c'est-à-dire dans un premier temps comporter une part de FTTN, à condition toutefois de se placer dans une perspective de déploiement du FTTH à terme. Voilà donc à grands traits ce que je souhaitais dire dans mon propos liminaire, tout en vous précisant que dans le temps d'échange avec vous, les sujets télécom et couverture en téléphonie mobile pourront aussi évidemment être abordés. Bien, merci pour cette introduction qui va nous permettre d'ouvrir le débat. Et c'est Michel Teston qui ouvre. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous venez de formuler un certain nombre de propositions liées à la première version de la feuille de route. Pour ce qui me concerne, moi je souhaite donner ma vision du plan national très haut débit dans sa forme actuelle et formuler aussi un certain nombre de propositions, de suggestions pour le réviser. S'agissant du plan national très haut débit, nous avons toujours dit, en particulier en ce qui concerne le groupe socialiste, que nous trouvions que ce plan manquait de volontarisme et qu'il laissait la part trop belle aux opérateurs. Et il leur permet notamment, je parle des opérateurs, en annonçant des investissements, de pouvoir bloquer les initiatives des collectivités territoriales. Et c'est d'autant plus grave que ce plan ne prévoit aucune sanction si les opérateurs ne tiennent pas leurs engagements. Ce plan a également le grand inconvénient de cantonner les collectivités territoriales aux zones très peu denses. Et enfin, le fonds d'aménagement numérique du territoire qui a été créé par la proposition de loi Penta n'a jamais été alimenté. Alors, bien sûr, il convient de revoir ce plan, comme vous venez de l'indiquer. Ceci étant, il me semble que le plan a été notifié, me semble-t-il, à l'Union européenne, à la Commission européenne, et que donc les opérateurs ont par ailleurs engagé déjà un certain nombre d'investissements, en particulier s'agissant de la zone 1. Donc ça m'amène à formuler un certain nombre de propositions pour la révision de ce plan. Je partirai de l'idée que ce qui est essentiel sur ce dossier, c'est que l'État reprenne la main, puisqu'en fait, il l'a laissé, avec le plan national très haut débit, aux opérateurs. Alors, quelques idées pour la zone 2, reprendre la main, à mon sens, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre le délai de 5 ans, qui est beaucoup trop long, et qu'il faut mettre en place un vrai constat de carence, afin de permettre aux collectivités de s'engager, si les opérateurs, finalement, ne tiennent pas leurs engagements. Je crois qu'on leur a laissé, là, vraiment une latitude beaucoup trop grande. S'agissant du financement, vous avez évoqué, Madame la Ministre, les possibilités de subventionnement et de prêt. Moi, je me demande s'il ne faut pas quand même évoquer à nouveau, même si ce n'est pas toujours très plaisant, la question de la taxation. Et peut-être qu'il ne sera pas forcément nécessaire de créer une nouvelle taxation. Parce que je crois savoir qu'un recours a été introduit devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la taxe dite Copé, portant sur les opérateurs de télécommunications et qui vise à financer l'audiovisuel. Vous vous rappelez, c'est quand la publicité avait été effectivement supprimée ou réduite. Et à ce jour, si les informations dont je dispose sont exactes, cette taxe rapporterait 250 millions d'euros. Je crois qu'il n'y aurait pas les mêmes difficultés si effectivement la Cour de justice de l'Union européenne a sanctionné en quelque sorte ce dispositif pour pouvoir l'affecter finalement au financement du très haut débit, puisque ce serait
les opérateurs eux-mêmes qui, en quelque sorte, seraient directement concernés et la paieraient. Donc il y aurait un lien évident avec l'objet même, finalement, de cette taxe. Voilà, sur la troisième suggestion, faire en sorte qu'on trouve des dispositifs pour pouvoir aller vers une coopération entre le secteur public et le secteur privé, ça me paraît possible, en particulier dans la zone 3, dans la mesure où là, les règles de la concurrence ne sont pas véritablement prépondérantes. Je pense que sur ces territoires-là, on peut envisager sans aucun doute, sous réserve de l'accord de l'autorité de la concurrence, qu'on puisse trouver des partenariats entre finalement opérateurs privés et collectivités et faire en sorte que les opérateurs, au fur et à mesure qu'ils gagneront de l'argent donc sur le secteur 1, puissent effectivement intervenir aussi aux côtés des collectivités dans la zone 3. Ça serait à mon avis un bon exemple et qui ne me paraît pas, je le redis, porter atteinte aux sacro-saintes règles de la concurrence auxquelles je suis attaché, mais sans plus, dans ces secteurs-là. On sait très bien que c'est plus une question d'aménagement du territoire, là, que de respect des règles de la concurrence. Merci. Monsieur Yves Rome. Bien, Madame la Ministre, ravi de voir que le sujet progresse et avance. En tout cas, l'expression que vous nous avez adressée en témoigne assez largement. Toutefois, moi, je voudrais insister sur la nécessité qu'il y a d'arrêter, vous avez indiqué fin février, la feuille de route précise, claire et objective pour que les collectivités territoriales intéressées à l'atteinte de l'objectif que le Président de la République a positionné au 4e rang de ses engagements connaissent un début effectif. Nombre de collectivités qui sont aujourd'hui intéressées à l'atteinte de cet objectif et qui se sont déjà engagés sont un peu l'arme au pied, puisque le plan national très haut débit précédent avait, au-delà des défauts que vient de souligner très précisément mon collègue Teston, avait toutefois permis l'engagement d'un certain nombre de collectivités territoriales qui avaient soumissionné, elles étaient au moins au nombre de 11 départements et régions, soumissionnés pour être éligibles aux 900 millions d'euros débloqués au titre du grand emprunt. À aujourd'hui, seuls 266 millions d'euros ont été débloqués au bénéfice de ces collectivités. D'autres, en grand nombre, ont adopté leur schéma d'aménagement numérique de leur territoire, majoritairement d'ailleurs des collectivités départementales. Et il faudra, je vous l'indique, là, peut-être de manière un peu rapide, veiller à ce que les évolutions concernant les nouvelles règles de la nouvelle étape de la décentralisation ne créent pas une autorité supérieure qui viendrait interdire aux collectivités départementales d'assurer leur déploiement. J'ai pu lire de ci, de là des éléments qui, de ce point de vue, ne me rassurent guère. À aucun moment, je ne souhaite voir les collectivités départementales placées sous la coupe des régions qui devraient assurer l'interopérabilité des réseaux déployés dans les départements, dans les régions. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait aussi aller s'interroger sur les frontières des régions entre elles. Et je ne vois pas, de ce point de vue, vous l'avez rappelé, j'espère que vous y veillerez, c'est le retour de l'État stratège. On a besoin, et les collectivités ont besoin, c'est ce qui faisait défaut, et je le sais que mon collègue Moret ne le déplore pas suffisamment, mais je sais qu'au fond de lui-même, il pense à peu près la même chose, c'était l'absence d'un État stratège qui définisse de manière très précise les modalités du déploiement de façon à éviter le prétexte un peu malin que les opérateurs usent parfois pour éviter soit de déployer, soit de devenir client des réseaux d'initiative publique. Une fois que la norme et la standardisation sera fixée de manière très précise par l'État, ce type d'argutie n'aura plus de bise. Par contre, j'ai bien noté dans votre propos, et le collègue Teston l'a rappelé lui-même, qu'il y a nécessité d'aller vérifier, non pas de bouleverser, comme certains l'avaient imaginé pendant un temps, l'architecture qui avait été précédemment bâtie. Même si elle était incomplète, elle avait le mérite d'avoir lancé la mécanique. Aujourd'hui, la proposition que vous semblez nous faire, c'est de dire qu'il faut que sur les zones amies, où les opérateurs, c'est-à-dire la zone 1 tout simplement, où les opérateurs ont déclaré des intentions d'investissement, ils ne sont pas très nombreux, ils n'étaient que 2.
puisque seuls France Télécom et SFR ont préempté ces zones AMI. Sauf qu'à aujourd'hui, à part France Télécom, pardonnez-moi M. Moret, mais à part France Télécom, c'est le seul opérateur qui ait déployé de la fibre dans les zones qu'il avait préemptées, même si c'est notoirement insuffisant. Donc il faudra aller vérifier la réalité de leurs engagements, quelles sont les conditions dans lesquelles ils ont commencé à déployer, et puis, vous l'avez précisé, contractualiser sur la base de ces engagements dans une dimension ternaire, avec à la fois bien sûr les collectivités territoriales, car pour déployer le sol des collectivités territoriales, et c'est elles qui en maîtrisent le devenir, avec l'État qui aura redéfini son rôle de stratège et d'aiguillon, et bien entendu les opérateurs eux-mêmes qui doivent indiquer quelle est la réalité et la mobilisation des investissements en matière financière et dans le temps qu'ils devront engager, parce qu'il ne faut pas que cette opération perdure pour finir dans les sables. Et à défaut, dans la durée qu'ils auront eux-mêmes contractualisée, eh bien, les territoires qu'ils n'auront pas investis en matière de fibrage retomberont tout naturellement dans le champ de la zone 2, celle des collectivités territoriales. Par contre, ce qui faisait défaut au précédent plan, même s'il avait quelques avantages, c'est d'avoir créé un fonds sans fond, puisque le FANT reste à ce jour non alimenté, à part les 900 millions d'euros dont la consommation, je l'ai précisé, n'a pas été totale, et peut-être il y aurait là une nécessité à récupérer ces fonds d'investissement d'avenir pour accompagner les collectivités territoriales. Mais il n'empêche que tant que les collectivités territoriales n'auront pas la certitude d'un financement pérenne et sécurisé dans le temps, on aura du mal à consolider leur volonté d'investissement. Il est donc important, alors quel que soit le véhicule utilisé pour aller abonder le fonds, nous avons quelques préférences qui sont parfois les idées simples, mais souvent les idées simples sont les plus difficiles à mettre en œuvre, de prélever un demi-centime d'euro sur les abonnements fixes et mobiles qui permettrait significativement d'arriver au bon niveau que nous estimons utile, à savoir entre 700 et 800 millions d'euros an, pour permettre aux collectivités territoriales d'être assurées qu'elles seront accompagnées, et accompagnées de manière inégalitaire, pas comme c'était le cas précédemment au titre du Fonds de la société numérique, où le taux moyen était à peu près identique, 20 à 22%, malgré les annonces. Je pense qu'il faut tenir compte des inégalités territoriales et de la capacité aussi des collectivités territoriales qui sont inégales en termes de richesse. Ensuite, bien entendu, c'est le choix que vous avez réaffirmé, le choix de la fibre, qui est la solution pérenne d'avenir et qui pourra permettre, je le crois, à la nation française à la fois de développer sa filière industrielle, qui est aujourd'hui légèrement en difficulté au vu du retard qu'on a accumulé dans le déploiement du très haut débit, pour sécuriser ainsi les industriels, et puis bien entendu développer parallèlement. Je crois qu'il faudra éviter de tomber dans ce piège un peu théorique de l'opposition entre les usages et les réseaux. Les uns nourrissent les autres et les uns sont nécessaires aux autres pour pouvoir développer cette filière qui aujourd'hui, partout dans le monde, crée la valeur. Nous le voyons bien d'ailleurs avec la grande difficulté que l'État-nation a à prélever le juste impôt sur la valeur que dégagent les principaux opérateurs internationaux qui sont tous d'origine d'outre-Atlantique, des fameux GAFA, comme les dénomme si bien mon collègue sénateur de l'Oise, Philippe Marini. Il y a là aussi cette nécessité, mais je sais que vous y êtes attentive, à développer tout l'écosystème du numérique qui, en soi, va permettre un développement massif des usages. En tout cas, Madame la ministre, nous serons très attentifs à ce que le rôle des collectivités territoriales, qui a été déterminant dans la mise à haut débit du territoire national, puisse aujourd'hui accompagner significativement l'État dans l'atteinte de l'objectif fixé, je le rappelle, à 10 ans par le président de la République lui-même. Nous avons déjà écoulé la moitié d'une année. C'est peut-être pas trop tard, mais de mon point de vue, il est temps de ne pas perdre 6 mois supplémentaires. Merci. Monsieur Hervé Moret.
Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas de divergence fondamentale avec ce que mes deux collègues précédents viennent d'exprimer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a voté ici même la même proposition de loi que j'avais co-signée avec Philippe Leroy ici présent. J'ai un peu plus de divergence peut-être avec mon collègue Yves Rome parce qu'il est un peu plus optimiste que moi en voyant du changement là où personnellement je n'en vois aucun. J'avais cru comprendre, Madame la Ministre, quand vous avez pris vos fonctions il y a maintenant 7 mois, que le changement c'était pour maintenant. Objectivement, en 7 mois, rien n'a changé sur le haut débit, rien n'a changé sur la téléphonie mobile, rien n'a changé sur le très haut débit. Et cette déception, elle a été renforcée et elle est presque devenue de l'amertume, même si j'aime pas beaucoup ce mot, depuis le 22 novembre, date à laquelle vous avez fait enterrer notre proposition de loi qui avait été votée à la quasi-unanimité du Sénat à l'Assemblée nationale. Cher collègue Yves Rome l'avait voté aussi. Alors, je ne prétends pas que cette proposition de loi, elle était la panacée, que c'était la pierre philosophale qui allait tout régler. Et je vous avais dit qu'elle pouvait naturellement être amendée, complétée, corrigée, voire différée dans son examen pour vous laisser le temps de terminer vos investigations du sujet. Mais ce qui m'a beaucoup choqué, c'est les mots extrêmement durs et même violents que vous avez utilisés, en disant, je vous cite, que c'était un texte idéologique et court-termiste, que les propositions étaient inutiles et inefficaces, que le texte était sous-dimensionné et décalé, allant jusqu'à nous reprocher que nous n'ayons pas réglé la question du financement dans cette proposition de loi, alors que chacun sait très bien ici que c'est la période préélectorale qui a conduit, je vais dire, l'ensemble des groupes politiques, pour être désagréable avec personne, à refuser que l'on traite la question du financement. Dans cette proposition de loi, vous avez repris la parole sur chaque article où vous avez déposé des amendements de suppression, là encore, dans des termes extrêmement violents. Sur la téléphonie mobile, pour vous, il n'y a pas de sujet, tout est réglé, si on lit ce que vous avez dit. Sur le haut débit, vous avez dit qu'il y avait déjà une solution satellitaire qui offrait du haut débit pour tous à 2 mégas. Donc là aussi, tout est réglé, circulé, il n'y a rien à voir. Sur la contractualisation, vous avez repris les arguments qui étaient ceux de votre prédécesseur, selon lesquels il ne fallait surtout pas contrarier les opérateurs et que si on s'engageait dans la contractualisation, ça risquait de décourager l'investissement, je vous cite. Et naturellement, vous avez refusé toute idée que les engagements des opérateurs le non-respect des engagements des opérateurs puisse être sanctionné. Donc, vous avez procédé, je le dis avec un peu de violence, parce que c'est vrai que c'est assez décourageant pour tout le travail qui a été fait par le Sénat, qui avait adopté à l'unanimité un rapport, qui avait adopté à quasi-unanimité une proposition de loi. Vous avez enterré ce texte avec beaucoup de violence et de mépris, avec des arguments, encore une fois, que j'avais entendus dans d'autres bouches que la vôtre jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, vous avez voulu nous mettre un petit peu de baume au cœur, vous avez eu quelques mots aimables sur notre travail, vous avez dégagé quelques pistes sur ce que vous comptiez faire en matière de très haut débit. J'ai même entendu des mots que vous aviez condamnés pourtant il y a quelques jours à l'Assemblée nationale comme la contractualisation. En revanche, je n'ai toujours rien entendu sur ce que vous comptiez faire en matière de haut débit. Or, Dieu sait que je suis un partisan du très haut débit, mais on ne peut pas déployer le très haut débit en laissant encore des populations de même pas avoir du haut débit. Moi, quand dans mon département, je parle de haut débit, de très haut débit, on me dit, écoute, c'était gentil avec ton très haut débit, mais si tu pouvais déjà nous avoir du 1 ou 2 mégas, on serait content. Donc, quid là-dessus ? Est-ce qu'il faut s'en référer à ce que vous avez dit à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème puisque tout le monde a déjà du 2 mégas grâce à la solution satellitaire ? Quid de la téléphonie mobile ? Et je vous rappelle que, à notre demande, votre prédécesseur avait installé un groupe de travail pour essayer d'améliorer la manière dont on mesure la couverture en téléphonie mobile. Et je vous avais demandé lors de votre précédente audition, demande confirmée par un écrit au mois de septembre, restée sans objet. Ça aussi, c'est un point commun avec votre prédécesseur. On ne répond pas au courrier. Je vous avais demandé que ce groupe de travail puisse se remettre au travail parce qu'il n'avait débouché sur rien du tout et que c'était, me semble-t-il, important. Donc, quid sur la téléphonie mobile ?
Et puis, dernière question, on a parlé tout à l'heure, notamment à travers une question d'Yves-Rome, de l'interopérabilité et des compétences de la région par rapport au département. Moi, il y a aussi quelque chose qui me soucie, c'est que dans un certain nombre de départements, les conseils généraux se défaussent sur les communautés de communes. Et je pense que la communauté de communes, surtout quand c'est une petite communauté de communes rurale, n'a pas la compétence technique ni l'assise financière, mais ça existe, Monsieur Rome, pour le faire. Et donc, je crois qu'il faudrait que l'État, puisque je m'en réjouis, vous dites que l'État doit reprendre la main et jouer son rôle d'État stratège, devrait sans doute mettre le haut là à ces pratiques. Merci. Monsieur Retailleau. Bien. Juste un constat. Je pense entre nous que, je parle des sénateurs, qu'on doit pouvoir, sur un sujet qui ne doit pas faire l'objet d'une politique politicienne, mais qui est un grand chantier national, on doit pouvoir, sur un sujet aussi fondamental, trouver des points d'accord. Et c'est ce que je dirai dans quelques instants. Je regrette juste, Madame la Ministre, je ne veux pas renouveler la charge que vient de faire mon collègue Hervé. Bon, dire qu'en 10 ans, il ne s'est rien passé, bon, c'est une facilité de rhétorique. Bon, à la limite, pourquoi pas, mais ça ne correspond pas à la réalité, vous le savez, d'abord parce que ce genre de truc, maintenant, plus personne n'y croit. Ça, voilà, on a beau jeter ce genre d'invective dans une assemblée, bon, voilà, ça fait partie des figures de style obligées peut-être, ça ne fait pas avancer le débat. Et je pense même que là-dessus, il faut qu'on arrive à trouver des points d'entente. Et ces points d'entente, ils sont parfaitement trouvables, si j'ose dire. Première question qui concerne le plan national sur le très haut débit. Dans cette première question, deux volets. Le volet du financement, je suis assez d'accord aussi bien avec Yves-Rome qu'avec la proposition de Michel Teston. Moi, j'ai toujours indiqué que dans le cas où la taxe n'aurait pas l'aval de Bruxelles, il y aurait une vraie logique à ce qu'il puisse financer le fonds, le VDAN. En revanche, si on doit demain créer un abonnement de 50 centimes, une taxe sur les abonnements fixes et mobiles de 50 centimes, pourquoi pas? Donc là, si vous voulez, on a deux pistes. Je pense qu'il vaut mieux privilégier la première dans un premier temps pour se donner le temps d'étudier un peu plus la seconde. Mais vous voyez que sur la question du financement, il n'y a plus de parois étanches et il n'y a pas de mur de Berlin, si j'ose dire, entre nous. Sur la première question, sur le très haut débit, les collectivités territoriales, je préside un exécutif comme beaucoup d'autres de mes collègues et vous savez qu'aujourd'hui on a un accès extrêmement durci au crédit. Donc ce serait intéressant qu'on puisse avoir des prêts. Vous avez dit que le premier guichet, le guichet A, et les fonds de collecte d'épargne, vous pouviez les transformer en prêts. Je pense que ça peut nous arranger. J'espère que les départements, les collectivités qui ont déjà fait l'objet d'un accord sur le THD pourraient en même temps bénéficier de ces prêts. C'est important. Si c'est le cas, à quel taux se feront-ils? Parce que ce n'est pas un problème de liquidité, même si de temps en temps on a de la peine à en trouver. C'est aussi un problème de taux aujourd'hui. Donc ça, c'est la deuxième question sur le financement. Je rejoins parfaitement mon collègue, pas seulement parce qu'il est président de conseil général. On avait dans la loi Pinta défini comme maille essentiel le département, sans pour autant exclure la maille régionale. Quand on a des fortes identités, je pense par exemple à la Bretagne, je pense à l'Auvergne, il y a des identités, l'Alsace évidemment, il y a des identités régionales qui surplombent naturellement les identités départementales. Je peux vous dire qu'en Pays de la Loire avec la Vendée, l'identité elle est plutôt en Vendée qu'en Pays de la Loire. Voilà, je sais que vous connaissez la Vendée, mais pas seulement pour le Vendée Globe, mais pour plein d'autres raisons, peu importe. Et donc on se positionne parce qu'il y a moins d'homogénéité que d'autres régions. J'ai lu moi aussi l'avant-projet qui concerne les compétences sur la décentralisation. Ce serait franchement une régression. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je défie quiconque de faire un déploiement avec cet avant-projet de décentralisation. Je le défie quiconque. C'est un principe de réalité. Vous voyez que sur ces deux sujets, on est finalement tout près les uns des autres, quelle que soit notre sensibilité. Je quitte le programme THD pour dire un mot de la 4G, madame. Vous savez que je m'y étais beaucoup engagé avec le dividende numérique depuis plusieurs années. Et je vois, et c'est d'ailleurs très bien, que les opérateurs puissent faire face à une concurrence un peu effrénée en innovant et en essayant d'accélérer le déploiement de la 3G. J'ai vu, comme vous,
le programme de déploiement de la 4G, notamment pour 2013. On était pour l'instant sur de l'expérimentation. Je considère que sur 2013, on va être sur de l'industrialisation, si j'ose dire. Ma question est la suivante. Pour la première fois, vous savez, on a contraint les opérateurs dans le processus de distribution, d'attribution des fréquences. Pour la première fois, on les a contraints à un déploiement non seulement dans les grandes villes, mais aussi en zone prioritaire, 18% du territoire. Et on avait indiqué, pour que le déploiement s'effectue simultanément dans les grandes villes et dans cette zone rurale prioritaire, on avait indiqué, il y avait un effet de cliquet qui permettait, qui contraignait les opérateurs à couvrir 40% sur les 5 premières années la zone prioritaire. Ma question est la suivante. Je vois bien où le déploiement de la 4G va se faire. Pour l'instant, je ne vois que des grandes villes. Donc, instruit par la 2G, instruit par la 3G et la 3G+, nous comptons sur votre vigilance pour que, dès 2013, vous signifiez aux opérateurs, parce que si on loupe 2013, vous ne tiendrez pas les engagements, je vous assure, sur la zone prioritaire. En tout cas, ce sera très très difficile, tel qu'on les avait prévus dans le processus d'attribution. Dernière question, pour savoir où on en est, on nous avait indiqué que fin novembre, début décembre, le processus de fusion, pas fusion, entre les régulateurs audiovisuels et sur le numérique et sur les télécoms pourrait être tranché. Et je voulais savoir aussi, c'est mon autre question, où est-ce qu'en est le gouvernement sur ce point-là? Merci. Bien, Madame la Ministre, si vous voulez répondre à ces premières questions. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur les obligations des opérateurs et le fait que l'État puisse... enfin, des questions liées au constat de carence, en fait. Je crois que ce que nous avons annoncé, et je ne crois pas avoir dit que j'étais opposé à la notion de contractualisation, bien au contraire, hein, j'ai indiqué lors de la discussion à l'Assemblée nationale qu'au contraire, l'État souhaitait justement rendre passer des déclarations d'intention des opérateurs à des véritables contrats tripartites entre les collectivités locales, l'État et les opérateurs pour garantir justement le déploiement, les investissements et le calendrier associé à ces investissements. Et il est bien évident que dans ces contrats sur lesquels la mission très haut débit est en train de préparer une sorte de modèle type que chacun adaptera en fonction des caractéristiques locales, bien évidemment, il y aura des dispositions, des clauses qui concerneront les modalités du constat de carence. Et nous souhaitons effectivement faire en sorte que ce constat de carence puisse être anticipé sur les 5 ans que vous mentionniez, Monsieur Teston, et qu'il puisse être fait plus tôt. Donc ça fera partie des éléments qui figureront dans les clauses types du cahier, enfin des conventions types que nous proposerons aux collectivités territoriales et que l'État co-signera à leur côté. Sur le financement, et donc là je vais répondre en même temps à plusieurs questions qui ont été posées, qui est effectivement le nœud de la question, sur la question de la taxe Copé. C'est une question qui est compliquée parce qu'à la fois, j'entends bien votre demande et je souhaite moi aussi qu'on puisse proposer un financement pérenne, mais nous sommes pour l'instant dépendants d'une décision de la Cour de justice sur laquelle le calendrier pour l'instant n'est pas tout à fait très clair. La décision devait être prise au premier trimestre de l'année prochaine, puis peut-être au premier semestre. Donc en fait, on ne sait pas très bien quand la Cour de justice va rendre sa décision. Il est, je le crois aussi, hein, même si je me garderais bien d'anticiper sur cette décision, il est assez probable, compte tenu de la rédaction de la directive télécom, que cette taxe sera rejetée par la Cour de justice et que par conséquent, c'est bien la raison pour laquelle le gouvernement a dû provisionner 1,3 milliard dans le PLF 2013, c'est bien pour rembourser les opérateurs de cette taxe qui aura été indûment perçue par l'État. Et donc effectivement, c'est une ressource potentielle de l'ordre de entre 200 et 300 millions d'euros par an. Donc c'est un rendement qui n'est pas négligeable, qui correspond effectivement en gros à ce dont le gouvernement aurait besoin pour abonder un fonds de péréquation, hein, que ce soit le FANT ou un autre instrument, mais c'est à peu près les montants dont nous aurions besoin sur la période pour alimenter ce fonds de péréquation. Donc vous imaginez bien que
cette idée nous est passée par la tête et que nous surveillons donc avec attention la décision que prendra la Cour de justice, sachant que vous avez raison de le souligner, dans la directive télécom, ce qui est bien indiqué, c'est qu'on ne peut soumettre les opérateurs télécoms qu'à des contributions, à des taxes qui servent à financer la régulation. Alors, le déploiement de la fibre peut très bien faire partie des dépenses qui seraient éligibles, et je pense que ça serait tout à fait eurocompatible de diriger une telle taxe ensuite vers le financement de la péréquation pour le déploiement de la fibre. Mais encore une fois, on est un petit peu dans la politique fiction parce que, en attendant d'avoir une réponse de la Cour de justice, une décision de la Cour de justice, c'est un petit peu difficile de tabler et d'inscrire en tout cas ce financement dans le marbre. Mais sachez que c'est évidemment une réflexion que nous avons. Alors sur le reste, vous l'avez souligné, monsieur le sénateur Rom, il y a effectivement les guichets A et B de la Caisse des dépôts qui restent du fonds pour la société numérique, qui reste ouvert. Hein. Donc il y a 1 milliard de prêts et 900 millions de subventions dont tout l'ensemble n'a pas été dépensé. Donc pour l'instant, ce fonds reste ouvert, bien sûr, pour les collectivités, et c'est bien de la subvention. Et puis s'agissant du guichet A, le milliard, qui n'a pas du tout été sollicité par les opérateurs, il y en a un qui va peut-être y faire appel. On est en train d'examiner la manière dont on va répartir les enveloppes pour justement qu'une partie de l'ordre de 300 millions puisse être destinée à des prêts à taux bonifiés. Je ne peux pas vous donner un taux là, comme ça, parce qu'on est en train de travailler sur l'ingénierie financière, mais ce sera bien des taux bonifiés et surtout des durées très longues, hein, des durées extrêmement longues qui correspondent à des durées d'amortissement pour de tels investissements, et donc qui seront ouverts aux collectivités qui souhaiteront y avoir recours. Et il y aura sans doute aussi une partie de ce milliard qui sera consacrée aux usages, parce qu'il nous semble important de pouvoir avancer de front, effectivement, pour que eh bien, la montée en débit s'accompagne aussi de la montée des usages. Donc une partie de ces fonds seront éligibles à des programmes d'investissement dans des programmes de développement de l'économie numérique. Vous avez évoqué vous avez évoqué les acteurs multinationaux, les over the top, les GAFA, les acteurs multinationaux qui ne payent pas d'impôt sur les sociétés, qui ne contribuent pas ni au financement de la création, ni à l'entretien ou à la création d'infrastructures de communication électronique. C'est, vous savez, l'objet d'une mission que nous avons lancée et que nous avons confiée à 2 personnes, un membre du Conseil d'État, un membre de l'inspection des finances, qui travaillent actuellement. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué, mais vous avez bien vu, qui n'est pas franco-français, qui agite aussi et qui perturbe beaucoup nos collègues anglais, américains même, allemands. Donc nous, de notre côté, nous travaillons à des solutions nationales. Nous avons aussi souhaité réactiver, et nous sommes en train de le faire actuellement, notre participation aux côtés des Allemands et des Britanniques d'ailleurs, dans les groupes de travail de l'OCDE qui ont décidé de redonner une accélération à un chantier qui avait été laissé un peu de côté, qui est le chantier qui s'appelle BEPS, érosion des bases et déplacement des profits, qui vise justement à limiter la possibilité pour des groupes multinationaux d'optimiser leur taxation à l'échelle mondiale et de placer tous leurs bénéfices dans des paradis fiscaux en attendant une amnistie fiscale qui leur permet de rapatrier leur cash aux États-Unis. Donc nous travaillons et nous avons décidé d'être moteurs sur ces sujets-là avec l'OCDE afin de pouvoir peut-être réviser les conventions fiscales bilatérales. Et là, il s'agit de milliards, hein, si jamais nous arrivons à taxer ces opérateurs. Et évidemment, si jamais nous arrivons à taxer ces opérateurs, il y aura une partie qui sera vraisemblablement dirigée vers la création et le financement de la création, mais aussi sur les infrastructures. Sur les coopérations publiques-privées dans les zones non denses, hein, dans la zone 3, là aussi, je pense que, et ça fait partie des discussions que nous avons actuellement avec les opérateurs et en particulier le principal opérateur qui sera concerné par les investissements, l'opérateur historique, qui est prêt à aller investir dans ces zones si effectivement les conditions d'équilibre commercial à terme sont réunis, hein, ce sont des opérateurs privés et donc ils sont évidemment, ils ont une optique de rendement, même si c'est un rendement plus patient
dans le cadre d'un opérateur où l'État a des participations. Je pense que le fait de pouvoir envisager avec le secteur des télécoms, j'y reviendrai tout à l'heure avec les questions de 4G, un environnement juridique, fiscal stable sur une certaine période, un accompagnement de l'État dans les investissements, une participation de l'État sous forme de subventions et de prêts bonifiés permet aussi de donner une visibilité d'ensemble aux opérateurs et d'envisager de co-investir avec des collectivités locales, y compris dans les zones non denses et y compris dans les zones où, a priori, sans l'intervention de l'État, ce ne serait pas rentable. Mais donc, nous sommes en train de discuter avec France Télécom Orange en particulier, et il y a des possibilités, bien sûr, pour cet opérateur d'aller co-investir dans des zones non denses. Sur la loi de décentralisation, je prends un peu les questions en fait dans l'ordre, mais elles se recoupent pour certaines d'entre elles. Sur la loi de décentralisation, bon, on en est effectivement, vous l'avez dit, au stade de l'avant-projet. Il n'est pas question pour l'instant de donner de hiérarchiser et de donner une autorité d'une collectivité sur une autre. En matière de déploiement du très haut débit. Nous savons très bien que les situations locales sont très différentes d'une région à l'autre. On le voit très bien en Bretagne et en Auvergne où finalement on a deux projets qui avancent bien mais qui ne sont pas bâtis du tout de la même façon. Donc il n'est pas question de donner un rôle aux régions d'autorité, mais néanmoins nous souhaitons que l'État pilote puisse coordonner l'ensemble des déploiements et donc nous confierons vraisemblablement aux régions le soin puisque les SDAN vont devoir être pris avant le juillet de l'année prochaine, le soin de coordonner, de faire remonter les ZAN et de veiller qu'aux frontières il n'y ait pas de problème d'interopérabilité des réseaux, mais c'est pas de la maîtrise d'ouvrage, c'est juste alors bon, ce sera une discussion qui sera bien sûr au Parlement, mais il nous semble difficile de faire en sorte que l'État puisse vérifier l'interopérabilité département par département de l'ensemble des SDAN. Donc il y aura un rôle de collecte qui sera effectué par les régions. C'est plutôt comme ça que c'est vu. C'est plus un rôle de collecte de l'information et de remontée de l'information. Et puis un rôle aussi peut-être de négociation vis-à-vis des opérateurs pour éviter qu'il y ait des dépenses redondantes qui soient effectuées auprès de cabinets de conseil ou de fournisseurs de fibres, etc. Donc je pense que c'est aussi, on réfléchit aussi en termes d'économie d'échelle. Maintenant, c'est un avant-projet, donc c'est évidemment quelque chose qui sera discuté dans le cadre non seulement de la loi de décentralisation, mais qui pourra l'être également ensuite dans la feuille de route sur le très haut débit. Sur le déploiement, la vérification du déploiement des opérateurs, le rôle de la mission très haut débit, ce sera notamment d'être un observatoire du déploiement des opérateurs. Et donc, ils sont en train actuellement de vérifier l'ensemble des engagements qui ont d'ores et déjà été pris par les opérateurs, les retards, parce que beaucoup d'entre vous, enfin beaucoup de collectivités nous ont fait part des retards qui avaient été pris dans les investissements réalisés par rapport aux engagements qui avaient pu être formalisés dans des déclarations d'intention ou dans des conventions. Donc nous sommes en train de pointer actuellement exactement les retards et de faire une cartographie en fait des déploiements et des retards qui sont pris pour pouvoir ensuite intervenir. Donc il y a bien une mission d'observatoire qui sera mise en place et qui permettra d'objectiver et de rendre très transparente à la fois le déploiement et le calendrier de déploiement des investissements des opérateurs. Alors sur les remarques du sénateur Maurey, bon, je vous rappelle, monsieur le sénateur, que vous avez été, je crois, le premier ou un des premiers, en tout cas parlementaires, que j'ai reçu pour échanger sur le très haut débit. Vous dites que rien n'a changé sur le très haut débit. Nous avons monté une structure de pilotage. Nous sommes en train de mettre en place des financements pérennes. Sur la téléphonie mobile, nous sommes en train de gérer les conséquences de l'introduction sans étude d'impact de la 4e licence mobile, d'accélérer le déploiement de la 4G, de travailler sur le refarming de la bande des 1800, d'accélérer les choses sur la bande du 800. Donc je pense que nous ne faisons pas rien. Et je pense qu'il y a vraiment une rupture par rapport à une certaine forme de laisser-faire qui avait pu prévaloir par le passé. Je ne veux pas entrer dans des polémiques parce que je pense qu'au fond nous avons effectivement les mêmes objectifs en termes de couverture du territoire en très haut débit et surtout les mêmes objectifs pour faire en sorte que nos concitoyens
qui sont ceux qui ont aujourd'hui accès à un haut débit de mauvaise qualité, qui sont en dessous de 512 mégas, puissent être les premiers servis et les mieux servis dans le cadre du déploiement du très haut débit. Et ça fait partie des objectifs que nous avons répétés déjà à de nombreuses occasions. Il est bien clair que dans le cadre, et c'est bien pour ça que l'État s'est doté d'une structure de pilotage, dans le cadre du déploiement, seront prioritaires, je l'ai dit tout à l'heure en conclusion de mon intervention, seront prioritaires les zones dans lesquelles, un peu à l'image des licences 4G, les zones dans lesquelles aujourd'hui le haut débit fixe et mobile n'est pas satisfaisant. Donc moi j'aime bien un peu l'idée qui a été retenue en Bretagne dans le schéma, où on dit on fait une prise en zone dense et une prise en zone non dense rurale ou qui est mal desservie en haut débit. Et donc il y a vraiment cette idée que le déploiement devra se faire de manière parallèle et de manière prioritaire, même j'ajouterais, dans les zones rurales ou urbaines mais non couvertes, pour que nos concitoyens qui n'ont pas accès aujourd'hui à un haut débit de qualité soient les premiers servis en très haut débit demain. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous fixons un objectif de moyen terme à l'horizon du quinquennat, donc pas de 10 ans mais 5 ans, pour que l'ensemble de la population ait à cet horizon accès au moins à un haut débit qui permette de recevoir un triple play de bonne qualité. Une limite que nous fixons à entre 5 et 8 mégas, mais qui est aujourd'hui, qui n'est pas du tout atteint. Les derniers chiffres de l'ARCEP montrent bien qu'aujourd'hui, seulement 50% de la population a accès à plus de 8 mégas. Donc c'est pas une situation dont on peut se satisfaire. Sur la contractualisation, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas du tout défavorables. Moi, ce qui me gênait dans la proposition de loi, c'était plutôt la notion des sanctions, qui me paraissait être un modèle contre-productif dans l'hypothèse où on a quand même affaire à des opérateurs privés. Et si on veut les inciter à investir, je ne pense pas que ce soit la perspective d'une sanction qui leur donne envie d'aller investir, notamment dans des zones où la rentabilité n'est pas avérée. Donc je pense que c'est plutôt sur ce sujet-là que nous trouvions que la proposition de loi méritait d'être amendée, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité rejeter les amendements qui proposaient des sanctions, et que nous ne nous orientons pas vers cette solution. Ensuite, les régions qui se défaussent sur les communautés de communes. Oui, là aussi, nous avons souhaité qu'il y ait un rôle clair, parce qu'il y avait effectivement beaucoup certaines communautés de communes qui souhaitaient, ou de grandes agglomérations qui souhaitaient pouvoir engager des chantiers. Enfin là, vous parliez plutôt de petites communautés de communes, mais il y a des grandes agglomérations qui souhaitaient pouvoir être prendre en charge le déploiement de leur réseau sur leur territoire, mais je crois que les objectifs de péréquation font qu'il est préférable néanmoins de s'en tenir aux schémas départementaux et régionaux plutôt que et de donner donc des responsabilités aux départements et aux régions plutôt qu'aux communautés de communes. Juste sur ce point, si vous me permettez, je ne reviendrai pas sur ce que vous avez dit précédemment, mais juste sur ce point, je visais plutôt la situation de départements qui, pour ne pas faire, se défaussent sur des communautés de communes. Donc c'est une situation où les communautés de communes sont contraintes. Pour être encore plus clair, dans mon département, les communautés de communes sont obligées de prendre la compétence très haut débit, parce que sans ça, il ne se passe rien. Et mon propos, c'est de dire qu'à mon avis, ce n'est pas forcément le bon niveau qu'une petite communauté de communes soit obligée de faire, parce qu'elle n'a pas forcément la compétence technique et la capacité financière de faire. Donc ma question, c'était plutôt dans ce cas de figure où on a des petites communautés de communes qui sont obligées de prendre la compétence, parce que sans ça, il ne se passe rien. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer, j'allais dire, de recadrer un petit peu les choses ? Dans l'avant-projet de loi de décentralisation, nous, dans les discussions que nous avons avec le ministère en charge de la décentralisation, nous sommes plutôt favorables, effectivement, à donner les responsabilités aux départements et non pas aux communautés de communes. Et ensuite, pour les collectivités qui en ressentiront le besoin, il y aura toujours la possibilité de s'adresser à cette mission pour justement l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà, donc en cas de... Parce que il y aura sans doute des problèmes qui pourront naître dans certains départements où effectivement les choses n'avanceront pas suffisamment vite au goût de certaines communautés de communes, et à ce moment-là, il y aura aussi une faculté pour ces communautés de communes, sans pour autant que les départements puissent juridiquement se défausser de leurs responsabilités, puissent s'adresser aussi pour conseil à la mission que met en place l'État. Mais la responsabilité principale incombera bien au département, la compétence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le cadre n'est pas clair parce qu'il y a une compétence partagée entre tous les échelons, en réalité, de collectivité.
Alors sur la taxe Copé, le sénateur Retailleau, ça je l'ai dit, oui, bon, la taxe sur les abonnements, effectivement, n'est pas très en ce moment favorable à mettre en place de nouvelles taxes, vous pouvez l'imaginer, même si les abonnements sont relativement peu chers. Enfin, moi personnellement, c'est pas quelque chose que je pousse. C'est pas quelque chose que je pousse dans ce domaine-là, notamment parce que je pense qu'il y a d'autres moyens d'assurer le financement à long terme de ce chantier. Je crois que nos concitoyens sont attachés et puis vous voyez bien que toute l'innovation actuellement des opérateurs consiste à proposer de l'innovation à des prix relativement modiques et pour l'instant nous ne sommes pas dans la remise en cause de ce schéma-là. Donc nous souhaitons plutôt nous appuyer sur les fonds d'épargne avec des prêts à durée très très longue et des taux bas. Donc je ne peux pas non plus, là encore, vous donner le taux exactement qui sera proposé, mais l'ampleur des... Proche du taux monétaire ou proche du marché monétaire ou... Il sera plus bas, enfin, je peux pas vous donner un montant exact, je peux pas vous dire ce sera taux plus ou moins tant de points de base, mais ça sera vraiment un taux qui sera en ligne avec la nature de l'investissement, la durée de l'investissement et qui sera attractif compte tenu de l'état des finances locales et des finances publiques. Donc c'est vraiment, on a des montants qui sont quand même considérables. Là, on peut faire le après. prêt ne fait pas la péréquation. Non, on est bien d'accord, Mais ça permet aussi d'assurer un modèle économique de long terme pour des investissements qui seront rentables à un horizon qui pour l'instant n'est pas facile à déterminer. Sur la 4G et les contenus des licences qui contraignaient les opérateurs à déployer en zone prioritaire, donc oui, pour faire respecter et pour respecter les objectifs qui ont été assignés aux opérateurs dans le cadre de la délivrance des licences 4G, nous avons vraiment souhaité mettre en place, accélérer le déploiement. Et vous avez vu que tous les opérateurs sont en train de lancer des expérimentations. Pourquoi s'agit-il d'expérimentation et pourquoi s'agit-il pour l'instant de grandes villes? C'est parce que le lancement de la 4G exige de procéder à un certain nombre d'opérations techniques préalables, notamment de travailler sur la question des brouillages avec la TNT, sur les fréquences en 800. Donc les opérateurs n'ont pas tous des fréquences dans les mêmes bandes, donc il faut les traiter avec égalité et équité. Donc nous sommes en train de faire avancer à la fois la question des interférences avec la TNT, avec les fréquences de l'aviation civile aussi, avec les fréquences des armées. Et ça, ce sont des choses que nous avons fait avancer rapidement. Je suis allée tester hier moi-même à la NFR pour voir ce que produisaient les brouillages avec la TNT et nous avons aujourd'hui des solutions qui permettent avec un petit décodeur, un petit filtre, de régler les problèmes de brouillage avec la TNT. Donc c'est aussi une bonne nouvelle, ça veut dire que même dans les cas où il y aura des brouillages, on a des solutions techniques pour faire en sorte que ces brouillages soient réglés et qu'on puisse à la fois recevoir correctement la TNT et recevoir la 4G en 800. Reste la question du 1800 sur laquelle là aussi nous avons avancé puisque nous avons demandé une étude à la direction, à la DG6 et à la direction du Trésor pour évaluer les conséquences en termes de concurrence qu'une ouverture anticipée de la 4G sur la 1800 aurait pour Bouygues en termes puisque c'est Bouygues qui détient cette fréquence et qui voudrait pouvoir l'utiliser en 4G de manière anticipée. Quelles conséquences ça aurait pour la concurrence? Nous attendons les résultats de cette étude pour la fin de la semaine et donc nous en tirerons les conséquences et nous verrons si nous anticipons ou pas en fonction des conséquences que ça a sur les autres opérateurs pour Bouygues, donc la possibilité éventuellement de déployer la 4G sur cette bande de fréquences, ce qui permettrait d'accélérer évidemment le déploiement pour les autres opérateurs. Mais vous voyez bien aussi que tout ce travail que nous avons accompli a permis de faire avancer les autres opérateurs dans leur déploiement et a permis d'accélérer les expérimentations, même si pour l'instant elles restent confinées à certaines villes ou à des solutions business.
Excusez-moi, hein, je crois que là, j'arrive. Je voulais parler de l'ARCEP-CSA, mais ouais, j'ai un problème de coupure de débit. Juste un petit mot sur l'ARCEP-CSA. Nous devons rendre nos conclusions au Premier ministre à la fin, au milieu du mois de décembre ou à la fin du mois de décembre. L'idée que nous avons, c'est vraiment d'avoir une... Ce que nous allons proposer en tout cas, ce n'est pas de fusionner ces deux instances, parce que nous considérons vraiment que, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays, les questions de régulation des télécoms s'apparentent davantage à des régulations comme celle de l'énergie ou du ferroviaire, et pas à la régulation des contenus ou à l'exception, à la diversité culturelle. Donc nous souhaitons vraiment qu'il puisse y avoir effectivement un collège commun, une commission commune ou un groupe de travail commun sur des questions comme la gestion de la gestion des fréquences audiovisuelles ou le deuxième dividende numérique, qui nous paraissent pouvoir justifier un travail collégial, mais qu'en revanche, la question de la gestion des fréquences reste bien du domaine d'un régulateur spécialisé dans les télécoms. Voilà, donc nous sommes favorables à ce qu'il y ait un rapprochement pour travailler sur des sujets d'intérêt commun, mais certainement pas qu'il y ait une fusion des deux opérateurs. Mais bon, c'est la position du ministère du redressement productif que nous allons proposer au Premier ministre et nous verrons les conclusions qu'il en tire, mais en tout cas, c'est notre position. Merci, madame. Alors, il y a deux autres questions. Monsieur Bruno Sido. Et ensuite, Merci, monsieur le Jean-Luc Président. Fichet. Madame la ministre, je voudrais noter que le gouvernement actuel n'a pas exactement les mêmes objectifs que le gouvernement précédent et que les objectifs actuels du gouvernement recoupent plutôt ceux que nous avons dans les départements ruraux que ceux des objectifs du gouvernement précédent. Je fais partie des départements peu nombreux, grâce à M. Rome en particulier, qui était examinateur. Nous avons obtenu, la Haute-Marne, une petite participation de l'emprunt pour les investissements d'avenir. Et j'en remercie tous ceux qui ont été acteurs. Nous avons les courriers, donc tout est acté. Mais le bruit court. J'aimerais bien que vous me rassuriez sur ce point. Le bruit court que finalement, c'est pas si sûr que ça que l'argent viendra, alors même que nous l'avons inscrit dans notre budget qui a été voté la semaine dernière. Donc, j'aimerais bien avoir des assurances sur ce point. Autre question. Je rejoins M. Moret, qui faisait partie, nous faisions partie tous les deux d'une commission qui travaillait sur la téléphonie mobile au sein de la DG6. Elle s'est réunie 2 ou 3 fois, cette commission, pour faire l'état des lieux, et ensuite nous allions arriver au cœur du sujet, c'est comment réaliser finalement la couverture intégrale du territoire là où c'est nécessaire. Il ne s'agissait même pas des questions de qui va payer quoi, combien ça va coûter, il ne s'agissait même pas de ça. Il s'agissait déjà d'établir quelles sont les zones dans nos villages ruraux qui ne sont pas couverts. C'est aussi basique que cela. Bon, ensuite on aurait discuté, etc., etc. Il se trouve qu'avec le changement de gouvernement, alors vous voyez, ça va être balancé mon propos, depuis que le gouvernement a changé, ces réunions n'ont plus lieu. Je vous ai écrit, Madame la Ministre, comme M. Moret, je n'ai pas eu de réponse, mais ce n'est pas la question que je n'ai pas de réponse. Vous allez me la donner par oral et c'est très bien. Quand est-ce que cette commission va se réunir de nouveau pour régler cette question-là? Et je vous ai dit dans quel sens. Je n'ai pas d'aller chercher de l'argent pour l'instant, mais de définir officiellement quelles sont les communes qui ne sont pas couvertes. Tu en as chez toi. Bon. Et donc c'est très important parce que, là encore, nous étions réunis la semaine dernière au Conseil général et j'ai eu des questions sur la couverture en téléphonie mobile deuxième génération. Je ne parle même pas de la 3G ni de la 4. Donc oui. Alors donc c'est quand même quelque chose d'important et j'aimerais bien pouvoir répondre autre chose à mes collègues que de leur dire attendez, la 4e génération arrive et le problème sera résolu, parce qu'en plus je ne suis pas sûr, déjà pour commencer, et ils n'attendent pas la 4G, ils attendent la 2G, Madame la Ministre. Voilà, si vous pouvez me répondre très simplement sur ces 2 points précis. Merci. Monsieur Jean-Luc Fichet. Madame la Ministre, je voulais simplement, vous avez évoqué à plusieurs reprises la Bretagne tout à l'heure, et je voudrais simplement apporter un témoignage par rapport aux questions qui étaient posées tout à l'heure. Nous avons, effectivement travaillé depuis maintenant plusieurs mois sur
la question de l'aménagement numérique sur l'ensemble du territoire breton. Et aujourd'hui, nous avons une structuration que vous connaissez, puisque je crois que vous étiez à la conférence numérique de la mi-novembre, qui se structure de la manière suivante, c'est-à-dire que la région met en place une instance de gouvernance régionale avec des objectifs très précis, dont un des points essentiels a été cité tout à l'heure, à savoir une prise implantée en zone fortement agglomérée, en zone dense, donc correspond à une prise qui sera mise en zone déficitaire. Ça, c'est un point qui est très important. Et c'est ce qui d'ailleurs a beaucoup rassuré l'ensemble des élus du territoire et leur a permis d'adhérer au projet régional. La déclinaison après se fait au niveau départemental à travers les SDAN et les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Effectivement, on les incite aujourd'hui à prendre la compétence d'aménagement numérique pour pouvoir justement se saisir de la maîtrise d'ouvrage, conduire des études d'ingénierie et se positionner au niveau de la gouvernance régionale dans le déploiement qui devrait, nous l'espérons, pouvoir démarrer à partir du séminaire gouvernemental de février 2013 qui aura lieu, qui devrait nous assurer sur les financements jusqu'à au moins de 2020. Et je pense que ce n'est qu'en mettant en mouvement l'ensemble des collectivités telles qu'on peut le faire chez nous qu'on s'assure du fait que on va vraiment avancer sur le dossier de l'aménagement numérique et passer à la réalisation concrète, parce que c'est ça la difficulté. Alors, sachant aussi que sur le plan du financement, on a identifié le coût à la prise à hauteur de 2 000 € à peu près. Donc c'est un coût moyen, ce qui veut dire qu'on a des prises qui sont à 7 000 € et d'autres qui sont à 500 €. Et donc la région apporte sa part, le département apporte la sienne, on a des financements d'État qui sont maintenant arrêtés, et on arrive à un résiduel au niveau de la collectivité, communauté de communes, communauté d'agglomération, qui est à peu près de 400 € par prise. Donc ce qui donne assez clairement le coût sachant que, alors ça représente des sommes importantes, bien évidemment, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même lissé dans le temps, puisqu'on ne va pas tout réaliser tout en même temps, et de l'autre côté, on aura quand même l'avantage de bénéficier du très haut débit, donc, qui est fortement attendu par essentiellement le monde économique, mais aussi le monde de la santé, le monde universitaire, l'enseignement supérieur, de la recherche. Et donc, il y a vraiment une très forte attente. C'est vraiment un élément important d'aménagement du territoire. Moi, je voulais vous poser la question, Madame la Ministre, qui est une question peut-être un peu précise, mais ce serait intéressant d'avoir un petit peu votre avis. Nous avons aujourd'hui un groupe de travail que je préside sur les déserts médicaux. Et une des réponses qui a été évoquée, c'était le fait qu'on puisse bénéficier de la télémédecine, ou ce qu'on appelle le e-santé. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui enthousiasme le monde de la santé. Ceci étant, aujourd'hui, on dit, ben voilà, vous allez avoir une réponse, vous, les zones un peu reculées, les zones non denses, puisque vous allez, à travers la télémédecine, avoir une réponse à vos questionnements. Sauf qu'on se heurte à une première difficulté, c'est que les zones en question, une fois de plus, sont celles qui sont les plus éloignées de l'installation du très haut débit. Et donc, là aussi, la réponse n'est pas prête d'arriver. Donc, je voulais savoir un petit peu votre avis sur cette question, et puis savoir s'il y avait des priorités ou des financements qui pouvaient être prévus justement pour faciliter ce déploiement de la fibre optique. Merci. Merci. Une dernière question, Evelyne Didier. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Pour avoir rencontré des opérateurs, et un en particulier, j'ai plus l'impression qu'ils ont l'intention d'aller au bout du cuivre. Quand je dis d'aller au bout du cuivre, c'est-à-dire qu'ils veulent rentabiliser au maximum les investissements qui ont eu lieu, et je ne les sens pas très enthousiastes pour se lancer dans la fibre. Pouvez-vous me dire exactement quels sont les freins dans ce domaine? La deuxième chose, c'est que, de la même manière, ils n'ont pas eu des propos très positifs sur les aménagements qui avaient été faits départementalement. Je m'explique. Dans le département de Meurthe-et-Moselle, le département a pris l'initiative de faire une dorsale en fibre, charge ensuite peut-être à d'autres maîtres d'ouvrage de continuer le circuit. Mais en tout cas, ça va jusqu'à l'habitant pour l'instant avec du Wi-Fi Max. Et là encore, les opérateurs en question, dans des conversations un peu off, avaient l'air de penser que c'est pas ça qui allait améliorer vraiment les choses et qu'au fond c'était des aménagements qui n'étaient pas très utiles et que ça pouvait contrecarrer un véritable aménagement, etc. C'est-à-dire que dans les deux cas, j'ai senti très peu d'enthousiasme
Pouvez-vous me donner un petit peu votre sentiment? Pensez-vous qu'on va tout de même pouvoir avancer? Voilà, merci. Madame la ministre, un dernier effort. Alors, sur la question du sénateur Sido, donc pour le fond, les engagements qui ont été pris par le FSN sur votre projet, je pense qu'il faut vous rassurer. Alors, on va s'enseigner pour savoir exactement pour quelles raisons les choses traînent, mais les engagements qui ont été pris ne seront pas remis en cause. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur les engagements de financement qui ont été pris par la Caisse des dépôts sur votre projet. Sur la commission que vous évoquez, le groupe de travail, c'était un groupe de travail qui était placé sous l'égide de la DG6, qui se réunissait, mais en parallèle d'un énorme travail qui était accompli par l'ARCEP. Honnêtement, ce groupe de travail était un peu une sorte de bizarrerie parce que la DG6 coordonnait des travaux d'élus en réalité. Donc, on peut évidemment s'interroger sur l'opportunité de recréer, et ça, on est tout à fait disposé à en discuter, à recréer un groupe de travail. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec la création de cette mission que nous avons mise en place, il y aura un interlocuteur naturel pour toutes les questions qui se poseront. Et je pense que cette mission aura vocation à répondre aux interrogations et à être aussi le recueil des bonnes pratiques des uns et des autres, donc pourra être un interlocuteur peut-être plus efficace qu'un groupe de travail. Mais on peut, si vous voulez, en rediscuter ultérieurement. Sur la couverture 2G. Alors, je sais bien qu'il reste encore quelques zones blanches. Hein. Je ne sais pas si j'ai ici les éléments sur l'évolution du programme zone blanche. On a quand même entre 2009 et aujourd'hui amélioré très nettement la couverture. Hein, au 30 novembre, alors voilà, je vois qu'au 30 novembre 2012, il y a 171 communes à couvrir, 26 communes au titre du programme initial, 145 au titre du programme complémentaire. Donc le programme de couverture des zones blanches, il est réalisé à près de 95%. Alors je sais bien que pour les 5% qui restent, c'est un vrai problème, mais on est, je pense qu'on va accélérer l'achèvement de ce programme, probablement avec l'opérateur historique, parce que SFR rencontrant un certain nombre de difficultés actuellement, on va sans doute pouvoir accélérer l'achèvement du programme zone blanche. Oui, madame la ministre, il ne s'agit pas du programme zone blanche, phase 3, etc. Non, non. Il s'agit des communes qui sont prétendument couvertes et qui ne le sont pas. La définition de l'ARCEP qui est pas pertinente. Oui. Alors, sur la couverture mobile, nous avons demandé à la NFR justement de faire un certain nombre de mesures, puisque nous avons créé un observatoire de la couverture mobile, mais pas seulement de la couverture des déploiements, mais aussi de la qualité de service ressentie. Un ressenti, y compris d'ailleurs dans les bâtiments, dans les véhicules, etc. Et donc, non, mais parce que c'est vrai que la méthodologie de l'ARCEP ne correspond pas forcément à la qualité de service ressentie par l'utilisateur. Donc cet observatoire les mesures qui ont été faites par la NFR vont être rendues publiques cette semaine, je pense. Hein. J'hésitais à les rendre parce que je me suis rendue hier à la NFR. Je voulais d'abord échanger un peu avec Arnaud Montebourg et pour qu'on partage cette information. Mais des mesures ont été faites, elles sont faites mensuellement. Et donc, vous aurez cette semaine ou en tout début de semaine prochaine une mesure de la qualité de service et de la couverture effective en 3G, 2G, 3G des opérateurs mobiles qui permettra de savoir exactement où on en est et qui nous permettra de prendre des mesures parce qu'après il y aura bien une question de couverture des zones non effectivement couvertes qui se posera. Donc merci, Monsieur Moret. Oui, non, je voulais juste me permettre une question sur ce sujet. Une question d'actualité, si je puis dire, parce que j'ai des maires de mon département qui ont reçu la semaine dernière, à leur grand étonnement, un courrier du préfet de région leur disant qu'ils étaient dans une zone blanche en termes de téléphonie mobile et que s'ils souhaitaient que le problème soit réglé, il suffisait qu'ils mettent 100 000 € sur la table.
Donc c'est des courriers qui sont arrivés dans des mairies qui parfois font 100, 150, 200 habitants. Donc vous imaginez les mois que ce courrier du préfet de région... non mais voilà, je peux vous faire porter le courrier, je l'ai dans mon bureau, je peux vous le faire porter tout de suite. Hein. Ouais. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on répond aux élus? Je veux voir d'abord, parce que je trouve ça très étonnant. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, je demande à mon assistant de la porter. Bien, on reprend le fil. Alors, on reprend le fil. Donc, le fil de cuivre. Le fil de cuivre. Non, le fil de fibre. De fibre. Pardon. Excusez-moi si tu réagissais. Alors, sur la question des déserts médicaux. Alors, je ne sais plus s'il y avait sur le coût par prise, si c'était une question ou plus un constat. On est en train, là, dans le cadre du travail de la mission, d'affiner la manière dont l'État va subventionner le coût à la prise pour augmenter les plafonds et améliorer la péréquation et le taux de subventionnement, parce qu'aujourd'hui, le taux de subventionnement réel n'est pas du tout le taux de subventionnement théorique. Hein. Donc, on est en train de travailler sur ce sujet-là. Sur les déserts médicaux, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure avec la question des usages. Donc, moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Dans le numérique, j'en ai plusieurs qui sont un peu mes marronnes. J'ai la question de la dépendance et du maintien des personnes âgées à domicile grâce aux nouvelles technologies. J'ai tout ce qui est smart cities, smart grids, enfin réseau électrique intelligent et maîtrise de la consommation énergétique grâce aux nouvelles technologies. Il y a la e-santé et la M-santé même maintenant. Hein. On a des acteurs français qui sont extrêmement forts dans les objets, dans l'Internet des objets et qui donnent des perspectives à la médecine à distance qui sont considérables. Et je pense précisément qu'en effet, dans les zones rurales, qui sont précisément celles où la distance par rapport à l'hôpital, la distance par rapport au bloc médical, la distance par rapport aux chirurgiens spécialistes internationaux est la plus grande, sont évidemment des zones qui doivent bénéficier en priorité du très haut débit, précisément pour pouvoir avoir accès à ces services publics qui font partie des services publics que le président de la République s'est en plus engagé à maintenir et à développer sur le territoire. Donc moi, je suis très favorable à des expérimentations locales parce qu'effectivement, vous avez raison de le dire, il y a des blocages nationaux de certaines institutions, du corps médical parfois, et moi je crois pas mal à l'expérimentation locale et je serais personnellement très favorable à ce que je donnerai d'ailleurs des instructions plutôt dans ce sens-là à la Caisse des dépôts, puisqu'il y aura un guichet qui sera réservé à des projets de cette nature-là, pour qu'on puisse à la fois travailler sur la priorisation des zones non denses et des zones qui ont des projets en plus en termes d'usage de ce type-là, du type maintien de personnes âgées à domicile, du type télémédecine ou hôpital numérique, pour qu'on puisse expérimenter à la fois le déploiement de la fibre et en même temps travailler sur les usages et des usages qui en plus sont des usages extrêmement dont l'utilité est incontestable pour nos concitoyens. Donc moi je serais personnellement tout à fait favorable à ce qu'on travaille sur des sujets type M-santé ou e-santé dans des territoires ruraux ou de montagne par exemple, parce que je pense que c'est absolument indispensable, particulièrement dans ces territoires. Voilà pour cette audition de Fleur Pellerin sur la question de l'aménagement numérique du territoire. À suivre l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, Preuve par 3, qui reçoit aujourd'hui Nathalie Kosciusko-Morizet, députée UMP de l'Essonne. Bonne fin de journée à tous.